Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors ce soir, c'est avec un roman contemporain que nous allons partir en vadrouille, puisqu'en effet, je vais avoir le plaisir de poursuivre la lecture tout juste entamée de Aide-moi si tu peux, le dernier roman de Jérôme Attal, publié chez Robert Laffont. Alors nous en sommes au tout début de cet ouvrage, après une présentation de notre flic principal, celui qui nous raconte l'histoire. Nous sommes dorénavant dans un lycée où une professeure de sport vient d'être remplacée parce qu'elle a reçu un poids dans l'omoplate. Et le jeune homme responsable de ce lancer vient de forcer la jeune Tamara Georgin à lui faire une fellation. Un sentiment de malaise l'a noyée aussi impitoyablement qu'une araignée sous un robinet d'eau froide. Et ce sentiment l'a déconnecté progressivement de la réalité, des devoirs à faire, de la pizza à mettre au micro-ondes, jusqu'aux copines avec lesquelles tchatcher sans fin sur les réseaux sociaux. Alors Tamara avait fermé le verrou de sa porte, allumé sa caméra Canon Legria Mini, attrapé sa guitare Taylor Baby qui reposait sur un stand et avait commencé à chanter une chanson, les larmes aux yeux, la voix brisée par l'émotion. Satisfaite dès le premier visionnage, elle l'avait immédiatement posté sur YouTube, attendant les premiers commentaires élogieux qui lui auraient redonné un semblant d'estime de soi. Ce soir-là, Tamara n'était pas descendue dîner avec sa mère. Elle avait passé la fin de la soirée en pyjama, affalée sur son lit, son MacBook Air au bout des doigts, visionnant les reprises de la chanson qu'elle avait enregistrée et estimant au final que la sienne se classait haut la main dans les 5 meilleures jamais postées sur la toile. 15 jours plus tard, elle décidait d'échapper à la corvée des 2 heures de sport, en faussant compagnie à ses camarades de classe. Après le dernier feu rouge qui marquait l'accès à la zone de la piscine olympique en bordure de forêt, elle fit mine de se faire distancer pour relasser l'une de ses baskets, puis continua à pied sur la route du Mail, à bonne distance du groupe. Arrivée au carrefour nommé l'Étoile des 9 routes, tandis que la classe poursuivait à travers la forêt pour gagner la terrasse du château, elle galopa de toutes ses forces vers un sentier qui bifurquait à l'oblique sur sa gauche. Sa copine Angélique eut l'intuition de se retourner juste à temps pour la voir déguerpir à toutes jambes, mais elle la laissa filer sans un mot. D'abord parce que Tamara portait ses écouteurs dans les oreilles, ensuite parce que la jeune fille la soupçonnait de partir rejoindre d'autres lycéens d'un établissement voisin, des terminales de Jean-Baptiste Poquelin qui avaient cours de sport dans le même créneau horaire et que les adolescentes retrouvaient de temps à autre. Ensemble, ils s'asseyaient en tailleur dans une clairière naturelle composée de pins d'Autriche et fumaient des clopes ou des joints pendant que les élèves disciplinés suaient comme des bœufs le long de l'interminable parcours de la terrasse du château de Saint-Germain. Angélique ne s'étonna pas non plus de ne pas retrouver Tamara à midi. Elle imagina que son amie choisirait ensuite de retourner directement chez elle. C'était l'un de ces premiers grands week-ends du mois de mai durant lesquels la mère de Tamara partait de son côté dès le vendredi midi en compagnie de son nouveau Jules dans leur maison de Ouistreham. Avec le pont qui enjambait la fin de semaine jusqu'au lundi soir, personne ne s'inquiéta. Sauf peut-être Benjamin Drey, un voisin de l'âge de Tamara qui était amoureux d'elle plus ou moins secrètement et avec lequel elle venait de se chamailler. Lorsque la jeune fille n'avait rien de palpitant au programme de ces samedis soirs, elle acceptait que l'adolescent la conduise au cinéma. Tout plutôt que de rester à la maison avec le nouvel amoureux de sa mère qui s'incrustait jusqu'à plus d'heures sur le canapé du salon, quand seule la musique à plein volume dans ses écouteurs empêchait Tamara d'entendre les rires gras de ce beau-père en carton qui tripotait sa mère comme il l'aurait fait d'un objet en latex censé vous relaxer et qui la faisait rire en se livrant à de pâles imitations de Laurent Gérard imitant François Hollande ou Nicolas Sarkozy. Seule ombre au tableau,
Tamara considérait Benjamin Drey comme un plouc. Le fait est qu'il refusait obstinément de l'emmener à Paris, n'ayant pas suffisamment d'argent en poche pour payer le cinéma et remplir le réservoir d'essence. Mais surtout parce que, contrairement à Tamara, il préférait voir les films en VF, n'ayant jamais pris de plaisir à se concentrer à la fois sur l'action et la lecture des sous-titres. Cette expérience aurait dû par ailleurs mettre la puce à l'oreille de ce jeune homme encore si banal et à jamais dévoué. Si, déjà, dans une simple activité comme aller au cinéma, son plaisir à elle était un plaisir contrarié pour lui, que serait devenue sa vie aux côtés d'une fille comme Tamara Georges? Le vendredi soir, Benjamin s'inquiéta de ne discerner aucune lumière aux fenêtres du pavillon d'en face. Samedi matin, jour des courses au supermarché et du cours de yoga de la mère de Tamara, il remarqua que le monospace ne stationnait pas comme à son habitude sur la sortie de garage. Il conclut à son tour que la mère et la fille avaient dû partir ensemble pour le week-end dans leur maison de Ouistreham. Voilà pourquoi la disparition de Tamara ne fut signalée au commissariat qu'en début de semaine suivante. Un peu tard pour déclencher l'opération Alerte Enlèvement. Hé, fils, n'oublie pas que tu fais partie comme moi du souterrain stellaire. Je n'en revenais pas qu'il ait pu me dire ça et balancer l'info en plein milieu du wagon-bar, devant les 3 Pékins attablés dans leur espace. Des primes debout et la quarantaine de personnes qui s'agglutinaient sagement en file indienne dans l'enfilade du wagon opposé pour un croque-monsieur sous formol ou un café spéculoos. Ça m'a surpris parce que le souterrain stellaire, cela faisait bien 4 ans que le réseau avait été démantelé. Et ça m'a choqué parce que c'est la règle numéro 2 de leur charte secrète. Si vous êtes membre du souterrain stellaire, surtout ne révélez pas votre appartenance au souterrain stellaire. Ned Mangin, dont la fonction, à l'époque où je l'ai connu, consistait à acheter des palettes de Kalachnikov aux Serbes pour le compte du souterrain, comme si c'était des études de capsules Nespresso, prétendait s'être reconverti dans la transaction viticole. C'était toujours des caisses qui transitaient entre ses mains moites comme un bout de gruyère abandonné au soleil, mais dorénavant remplies de grands crus qui partaient pour Shanghai ou les Émirats. Ce matin-là, dans le TGV qui reliait Genève à la gare de Lyon, il portait un pantalon en velours taupe et un polon blanc strié de bandes grises sous une veste de costume froissé. À l'approche de la cinquantaine, on devinait qu'il luttait en permanence contre la tentation à faire du gras et la virgule qui imprimait le bas de son polo trahissait qu'en dépit de séances répétées en club de fitness, le menu de ses soirées passées devant la télévision variait entre pizza surgelée et chips industriels, de la même manière que chez Schopenhauer, la vie oscille comme un pendule entre le désespoir et l'ennui. Je l'avais vu casser les jambes d'un clandestin débarqué à Menton à coups de barre de fer, ordonner l'exécution d'un commerçant qui refusait de payer son tribut au souterrain stellaire en lui coinçant la tête dans un étau de menuiserie, demander à 3 petites frappes de briser la mâchoire d'un rugbyman qui avait osé aborder sa nièce de 20 ans, une vraie pétasse dont le rêve absolu était de devenir call girl de luxe ou, en second choix, que l'un de ses tweets soit repris en direct par une chaîne de télé. Et dernier forfait en date, il venait de me taxer un billet de 10 € pour s'acheter un paquet de galettes Saint-Michel et un Coca Zéro au bar du TGV. Sur le quai, j'ai attendu Mangin, fébrile et résolu, un peu comme on aimerait donner rendez-vous à son dernier remords en date. Passé la quarantaine, on s'efforce de tenir à distance tout ce qui nous chagrine, et j'avais une sombre envie d'effacer Mangin de mes préoccupations immédiates. Je lui ai proposé d'aller boire un café au Train Bleu, la brasserie Belle Époque qui domine la gare de Lyon, et il a décliné l'invitation prétextant un emploi du temps serré. Alors j'ai flanqué 2 doigts dans ma poche de blouson pour lui faire comprendre que j'avais un calibre avec moi. J'ai vu son visage pâlir et il a dit « Ok pour un café ».
Pour lui, j'étais resté cet éternel jeune homme dégingandé qui portait en permanence une cravate noire constellée de coccinelles rouges. Ce tueur à sang-froid qui se nomme John Franju. À peine avions-nous grimpé à l'étage et franchi la porte du restaurant qu'un serveur, vif et obséquieux, s'est précipité sur nous. Nous avons été obligés de nous laisser conduire à une table et d'attraper les menus qu'il nous tendait. Et là, c'est Mangin tout craché. Pas foutu de commander un café comme je le lui avais intimé, non. Il a jeté un œil au dessert, aux macarons et au sorbet. Nul besoin d'être inspecteur de la crime pour comprendre qu'il salivait sur place, le lard en transe, menotté par le ventre. C'était le spectacle le plus dégoûtant qu'il m'ait été donné de voir depuis le jour où j'avais retrouvé un guetteur de 13 ans cuisiné par la mafia géorgienne dans une cour d'immeuble proche de l'échangeur de la porte de Bagnolet. « C'est étrange qu'il y ait des Paris-Brest au menu », s'est exclamé Ned Mangin. « Parce que Gare de Lyon, c'est pas la destination pour aller à Brest. » « Fais pas tant d'intéressant, ai-je aussitôt rétorqué. Pas le temps de poursuivre la conversation que le serveur était à nouveau vissé à notre table. J'avais envie de sortir ma carte de police et de lui coller une amende pour obstruction de l'enquête. Mais comme je n'avais pas la moindre idée de ce que Mangin savait à ce moment précis, j'ai préféré agir comme si j'étais John Franju, et John Franju n'aurait jamais sorti de sa poche une carte de police. Jamais de la vie. Dans la brasserie qui dominait le hall d'accès au quai, dès que nous eûmes passé commande, Mangin se mit à reluquer le contenu de l'assiette à côté où une femme entre deux âges et visiblement entre deux trains se lançait à l'attaque d'un éclair au chocolat à l'aide d'une minuscule cuillère dorée. « J'aurais dû prendre l'éclair, » susurra Mangin. « Tu aurais dû filer comme l'éclair, oui. » Sa voisine de banquette exécutait ses gestes avec une lenteur désarmante afin d'atteindre la pâte charnue et en attaquer la chair crémeuse. Les efforts patients, sans gourmandise, comme un devoir à accomplir, et le délai que ces efforts ne manquaient pas de produire mettaient Mangin au supplice. Au final, cette collaboration inattendue avec un dessert valait mieux que de jouer au good cop, bad cop pendant une garde à vue pour acculer une crapule de son genre dans ses derniers retranchements. Abandonnant ma première idée qui avait été de lui mettre la raclée de sa vie dans les toilettes du train bleu, une dérouillée dans un lieu magique laisse plus de souvenirs qu'une poignée de main dans un rad minable, je jugeai le moment opportun pour le soumettre à un interrogatoire. Pourquoi m'as-tu parlé du souterrain stellaire au beau milieu du wagon-restaurant ? Et il consentit à me répondre, sans pour autant quitter des yeux l'éclair au chocolat. Comme ça, pour montrer qu'on est toujours liés. Toujours liés, m'emportai-je. T'es malade ? Tu ne sais pas que le souterrain a été dissous après l'attaque du refuge par les forces spéciales de police il y a 4 ans ? Il me gratifia d'une grimace qui exprimait le manque de conviction, puis son regard pivota lentement en ma direction jusqu'à venir me fixer de ses petits yeux sournois couleur émeraude. 2 cailloux étincelants qu'il se serait sans doute arrachés s'il avait été suffisamment soigneux de sa personne pour s'attarder devant son reflet, à l'image de l'infâme Minos empoignant la sorcière qui jacasse dans sa cervelle béante lors d'un épisode crucial de la série animée Goldorak. « Dissous ? Quelle blague, dit-il. La dernière dissolution à l'ordre du jour a été celle du corps datif Oskol, l'armateur turc, dans un bidon d'acide, et c'est une opération qui nous a pris plus longtemps que prévu, l'élégant et moi. » Sous l'effet de la surprise, je demandais « Parce que toi, tu as fait équipe avec l'élégant. » Yep, pas facile tous les jours. Il n'arrêtait pas de me vanner sur ma façon de m'habiller. Un vrai snob. J'ai dû prendre sur moi chaque jour de l'opération. Si nous n'avions pas été liés par la règle numéro 6 de la charte du souterrain, je lui aurais bien déversé mon chargeur dans le dos. Stupéfait, je répétais à voix haute les premières paroles du récit de Mangin. Une opération qui a pris plus longtemps que prévu. Que diable ce démon entendait-il par plus longtemps que prévu ?
Pratiquement 3 ans à vider la Méditerranée comme une foutue baignoire pour mettre la main sur cette savonnette datifoscol. Quand on est rentré de mission, on a appris que la planque avait été découverte et passée au peigne fin par les flics. Alors on a estimé qu'il était préférable de se séparer, de faire profil bas pendant plusieurs mois. C'est là que j'ai fait jouer mes relations et commencé à me convertir dans l'exportation de l'étrange. J'accusais le coup. J'étais persuadée que l'élégant constituait une prise de choix par nos services lors de l'invasion du refuge et qu'aujourd'hui, il croupissait dans une cellule, les yeux mouillés de pluie, les mains tendues vers le ciel comme dans la chanson « Un peu plus près des étoiles ». Attends, tu veux dire qu'il y a toujours des membres du souterrain stellaire dispersés dans la nature ? Il faut croire qu'il y en a déjà 2, dit Mangin en faisant aller et venir son index de lui à moi. Qu'est devenu l'élégant ? Ça c'est délicat, hein, je peux pas te renseigner. Tu peux pas parce que t'en sais rien ou tu peux pas par déontologie ? Ça me faisait mal à la mâchoire d'employer le mot déontologie au sujet du souterrain stellaire. Oui, parce que j'en sais fichtre rien. J'avais en face de moi le genre de type auquel on peut avoir affaire tous les jours dans les centres d'appel téléphoniques. Grande gueule et satisfait de leur ignorance. L'employé de brasserie revint vers notre table avec la commande. Une pâtisserie et un iced tea pour Mangin, un café court pour moi. Mon estomac criait famine, mais je ne prends aucun plaisir à manger en public. C'est comme lorsque je cuisine un suspect. Je préfère qu'on me laisse seule. C'est pas toujours beau à voir, alors je ferme la porte derrière moi. Un tel sens de la retenue n'était pas dans les manières de mon invité qui émit un soupir d'extase gloutonne au moment où son assiette descendit devant lui, mouvement qu'il accompagnait en secouant la tête de haut en bas en guise d'approbation. Je sentais d'ici le brame de son excitation, sa salive haletante et pouvait suivre la formation d'une perle de sueur entre la base de son nez et sa lèvre supérieure dans ce lavabo à morve qu'on appelle poétiquement le doigt de l'ange. Dis-moi ce que tu sais, Mangin, et d'abord, ce que tu foutais dans ce train. Moi, j'aime les wagons-restaurants. Leur nourriture est critiquée à mort. Ils font des efforts remarquables si on considère l'espace réduit qu'ils ont pour s'organiser. J'envoyais une mandale à Mangin pour qu'il arrête de se foutre de ma gueule. Sa joue cuite comme une pomme bien mûre garda la mémoire de mes phalanges, telle l'empreinte d'un mignon petit moule à gâteau. De tout temps, j'avais pensé que c'était une façon acceptable de laisser ses empreintes. Mettre sa main en travers de la gueule des raclures. Par ailleurs, personne dans le restaurant n'avait semblé s'offusquer de mon geste. Les clients étaient trop occupés à s'extasier sur la récente rénovation de la brasserie, des lambris dorés jusqu'aux toiles de maître, la représentation de Paris par François Flameng, le théâtre d'Orange par Albert Ménian. Allez, Mangin, développe ta péloche. Développe ta péloche, c'était mon expression perso pour dire crache le morceau. Je sais juste que ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Qu'on a toujours soupçonné qu'il y avait un rat dans cette histoire. Qu'à l'argent tu casses de Crans-Montana en liberté et que l'élégant t'a toujours eu dans le pif. Qu'à un moment c'était lequel de vous deux rapporterait le plus de cadavres, sauf que ces cadavres à lui on les repêchait vraiment. Toi, John Franju, t'as jamais ramené que des fantômes. Impossible que Mangin fût mis au parfum que j'avais infiltré le souterrain stellaire pour le compte du colonel Bruce Mich de la police judiciaire. Par précaution, aussitôt mon dossier bouclé, l'affaire m'avait été retirée un bon trimestre avant la descente de police au refuge. Et de manière à ce qu'aucun soupçon ne vienne entacher ma personne, j'avais été affectée dans une brigade de police nationale basée en Île-de-France. J'opérais à 1000 lieues des pistes de ski de Crans-Montana parce que ma mère, qui était ma seule famille, vivait dans un petit lotissement de Chaville et que c'était plus pratique pour aller lui faire ses courses 1 à 2 fois par semaine. Face aux accusations à demi formulées de Mangin, je ne me démontais pas.
Il a beau se faire appeler l'élégant, ton acolyte, il n'est pas très soigneux. Avec moi, c'est du travail de pro. Personne ne retrouve les corps des types que John Franju refroidit. Conclus-je, en espaçant chacun de mes mots, histoire de bien lui faire passer le message. Mangin engloutit son Paris-Brest aussi rapidement que j'avalais mon expresso. En guise de remerciement, il se contenta de dire « Les dernières nouvelles de l'élégant que j'ai eues remontent à 1 mois environ. Pas très causant, mais j'ai senti qu'il était fébrile. Toujours hanté par le job, l'impassible impatient. Il attend sa part du gâteau et se pose des questions. Il essaie de joindre les autres membres du souterrain stellaire, sans succès. Heureusement que le hasard m'a fait tomber sur toi, John, ce matin dans le train. » Je réfléchissais. Y avait-il d'autres gars en mission à l'époque de la descente de police? Était-il possible que l'élégant remonte jusqu'à moi concernant l'affaire de Crans-Montana? Ned Mangin jeta un coup d'œil à sa montre. « Il faut que j'y aille, John. »« Des caisses de pinard à livrer ?»« Ouais, dit-il. Du Bourgueil. Cuvée Jean Carmé. Bouvet la Dubé. Excellent. Je t'en fais livrer une caisse, si tu me donnes ton adresse, bien sûr. » Je n'allais pas tomber dans ce piège grossier. Si je lui révélais l'adresse de mon domicile, il est à parier que je recevrais tôt ou tard une petite visite de l'élégant, surtout au moment où je m'y serais attendue le moins. C'était ça, l'élégance. Je répliquais de manière péremptoire. « Ah, désolé, Mangin, je ne bois que du 7-Up depuis 1982. » J'attrapais mon portefeuille, laissais un billet de 10 € sur la nappe immaculée et quittais les lieux avant que cette canaille n'ait pu amorcer le moindre geste. À peine avais-je commencé à dévaler le bel escalier à double révolution qui plonge vers le hall de la gare que je sentis une présence dans mon dos, quelqu'un d'armé, pour le moins de mauvaises attentions, me poursuivait d'un pas rapide. Je fis volte-face, le poing serré, prêt à parer à n'importe quelle attaque perfide. Ce n'était que le serveur de la brasserie. Je lui devais 2,50 €. C'est pas croyable, tout devient hors de prix dans ce pays. Et on vous court toujours après pour des misères. Voilà, c'est ici que nous allons nous arrêter. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Et Jérôme Attal, donc, et son roman « Aide-moi si tu peux ». Je vous invite bien évidemment à nous retrouver sur les réseaux sociaux #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Passez une excellente journée si vous vous réveillez et une très bonne nuit si vous vous couchez. Salut!